Richmond, Virginie, 23h47, une nuit sans étoiles. La pluie martèle le toit de la voiture de patrouille de l'agent Marcus Tate, 38 ans, un homme aux traits fatigués, aux yeux cernés par des années de nuit blanche. Assis dans l'obscurité d'une ruelle près d'une station-service abandonnée, Marcus sirote un café tiède, son regard fixé sur la route déserte. La radio crachote des appels distants, un vol à main armée à l'autre bout de la ville, une dispute domestique, mais Marcus n'écoute pas. Il est ailleurs, perdu dans des pensées qu'il ne nomme pas. Marcus est un flic de la vieille école. 15 ans dans la police, une médaille pour bravoure, un mariage brisé, et une réputation d'homme qui fait respecter les règles, coûte que coûte. Mais sous cette façade, il y a des fissures. Une tension qu'il ne peut pas expliquer, un malaise qui grandit à chaque patrouille. Ce soir, la pluie amplifie ce sentiment, comme un murmure constant dans son esprit. Puis, il la voit. Une camionnette rouillée, un vieux modèle Ford, traverse le carrefour à une allure d'escargot. Ses phares vacillent sous la pluie, et Marcus plisse les yeux. Pas de plaque d'immatriculation visible. Une infraction mineure, mais suffisante pour le tirer de sa torpeur. Il pose son café, allume les gyrophares et suit la camionnette, ses pneus crissant sur l'asphalte mouillé. La camionnette s'arrête docilement sur le bas-côté, près d'un terrain vague envahi par les mauvaises herbes. Marcus sort de sa voiture, sa lampe torche balayant l'obscurité. La pluie trempe son uniforme, mais il avance, une main sur son holster, l'autre tenant la lampe. La vitre de la camionnette s'abaisse lentement, révélant un homme d'une cinquantaine d'années, peau sombre, cheveux grisonnants coupés courts, vêtu d'un blouson usé. Ses mains sont posées sur le volant, visible, immobile. Il regarde Marcus avec une expression neutre, presque résignée, mais ses yeux brillent d'une intelligence aiguë. Permis et carte grise, dit Marcus, sa voix ferme, teintée d'une fatigue qu'il ne peut masquer. L'homme hoche la tête, lentement, et tend la main vers la boîte à gants. Ses mouvements sont délibérés, comme s'il savait que chaque geste est scruté. « Puis-je demander pourquoi je suis arrêté ?» demande-t-il, sa voix basse, calme, mais avec une pointe d'acier. Marcus plisse les yeux. Pas de plaque visible. Et vous rouliez lentement. Trop lentement. L'homme hoche de nouveau la tête, sans répondre, et lui tend ses documents. Marcus les prend, jetant un coup d'œil à la carte d'identité. James Carvey. L'adresse est locale, un quartier modeste à quelques kilomètres. Mais quelque chose dans l'attitude de l'homme, sa calme assurance, son absence de nervosité met Marcus mal à l'aise. Les gens sont censés être nerveux lors d'un contrôle. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous habitez par ici, demande Marcus, bien que l'adresse soit sous ses yeux. Carvey incline légèrement la tête. Vous avez ma carte d'identité, officier. Vous le savez déjà. Un éclair de colère traverse Marcus. Ce n'est pas de l'insolence, pas vraiment, mais c'est proche. Trop proche. Il rend les documents, mais sa main reste près de son arme. Sortez du véhicule, dit-il, sa voix plus dure maintenant. Carvey cligne des yeux, une fois, puis soupire. Pourquoi ? Parce que je vous l'ordonne. Un silence s'installe, lourd, chargé. La pluie continue de tomber, un murmure constant qui amplifie la tension. Puis, lentement, Carvey ouvre la portière et sort. Il est plus grand que Marcus ne l'avait estimé, ses épaules larges, sa posture droite. Il ne fait aucun mouvement brusque, mais sa présence remplit l'espace d'une manière qui fait reculer Marcus d'un pas instinctif. Les mains sur le capot, ordonne Marcus. Carvey obéit, posant ses paumes sur le métal froid et mouillé. Marcus s'approche, son pouce accélérant. Il commence une fouille, ses mains fermes, mais quelque chose dans l'air change, une sensation qu'il ne peut pas nommer. Puis, dans un moment de frustration ou peut-être de peur, Marcus pousse Carvey plus fort contre le capot, un geste inutile, presque punitif. Carvey ne bronche pas. Il tourne légèrement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Marcus. C'est vraiment nécessaire, officier? La question est calme, mais elle touche un nerf. Marcus sent la chaleur monter dans sa poitrine. Il ne sait pas pourquoi il est si en colère, mais il l'est. Et avant qu'il puisse se retenir, sa main s'élève et frappe Carvey au visage. Un claquement résonne dans la nuit, amplifié par la pluie. Carvey ne bouge pas. Il reste immobile, les mains sur le capot, le visage tourné vers Marcus. Le silence qui suit est plus assourdissant que n'importe quel cri. Puis, lentement, Carvey se redresse, sans jamais quitter Marcus des yeux. Il fouille dans sa poche. Marcus se tend, sa main sur son arme,
mais Carvey sort simplement un badge. Un badge de police. Capitaine James Carvey, dit-il, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. Brigade des homicides. Le monde de Marcus s'effondre. Ses oreilles bourdonnent. La pluie semble ralentir, chaque goutte suspendue dans l'air. Il fixe le badge, puis le visage de Carvey, puis le badge à nouveau. Son estomac se noue, et pour la première fois de sa carrière, il sent ses jambes trembler. Capitaine, commence Marcus, mais les mots s'étranglent dans sa gorge. Carvey range son badge, toujours sans un mot. Puis une voix perce la nuit. Marcus, tout va bien. C'est l'agent Sarah Delgado, 32 ans, sa partenaire depuis 3 ans. Elle vient d'arriver dans une deuxième voiture de patrouille, son regard passant de Marcus à Carvey, visiblement confuse. Sarah est une flic intuitive, avec un instinct aiguisé et une loyauté féroce envers Marcus, mais elle sent que quelque chose cloche. Carvey répond avant Marcus. Tout va bien, officier. Votre collègue faisait juste son travail. Delgado fronce les sourcils, son instinct en alerte. Monsieur, vous êtes libre de partir, demande-t-elle à Carvey. Carvey tourne les yeux vers Marcus. Suis-je libre, officier Tate? Marcus déglutit, son cœur battant à tout rompre. Oui, murmure-t-il. Carvey hoche la tête, un mouvement presque imperceptible, puis remonte dans sa camionnette. Le moteur tousse avant de démarrer, et la vieille camionnette s'éloigne dans la nuit, ses feux arrière disparaissant sous la pluie. Delgado se tourne vers Marcus, les sourcils froncés. Marcus, c'était quoi, ça? Il ne répond pas. Il reste figé, les poings serrés, le regard perdu dans l'obscurité. Quelque chose en lui s'est brisé, et il le sait. Flashback, 5 ans plus tôt, Richmond, un soir d'été. Marcus, alors plus jeune, plus léger, patrouille dans un quartier difficile. Il est avec son ancien partenaire, l'agent Vince Russo, un flic bourru qui croit en la manière forte. Ils arrêtent un jeune homme noir pour un feu arrière cassé. L'homme, nerveux, proteste, élève la voix. Russo le plaque au sol sans sommation, le menotte brutalement. Marcus, mal à l'aise, ne dit rien. Faut leur montrer qui commande, gamin, dit Russo en remontant dans la voiture. Sinon, ils te marcheront dessus. Marcus hoche la tête, mais quelque chose en lui se crispe. Il se dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Que c'est la réalité du terrain. Mais ce soir-là, il ne dort pas bien. Il se promet de ne jamais devenir comme Russo. Pourtant, au fil des années, les leçons de son partenaire s'infiltrent, discrètes, insidieuses. Retour au présent. Marcus est chez lui, un appartement modeste encombré de cartons non déballés depuis son divorce, 2 ans plus tôt. Il fixe une photo encadrée lui, son ex-femme Laura, et leur fille Emily, 10 ans à l'époque. Emily a maintenant 15 ans, mais Marcus ne la voit qu'un week-end sur 2. Il repose la photo, prend une bière dans le frigo, mais ne l'ouvre pas. Il s'assoit sur le canapé, les yeux dans le vide, rejoint l'incident avec Carvey en boucle. Le regard de Carvey. Ce silence. Cette absence de colère. C'est ça qui le hante le plus. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi n'a-t-il pas crié, menacé, fait quelque chose? Marcus aurait préféré une confrontation. Au moins, il saurait où il en est. Mais ce silence, c'est comme un miroir, et Marcus n'aime pas ce qu'il y voit. Le lendemain matin, Marcus arrive au commissariat, les épaules voûtées. L'atmosphère est différente. Les collègues évitent son regard. Les conversations s'interrompent lorsqu'il passe. Il sent les murmures, les jugements tacites. Quelqu'un sait. Peut-être Delgado. Peut-être un témoin dans l'ombre. Ou peut-être Carvey lui-même. Son téléphone vibre. Un message des affaires internes, présentez-vous au bureau du chef à 9 heures. Son estomac se noue. Il sait ce que ça signifie. Il se dirige vers le bureau, chaque pas plus lourd que le précédent. À l'intérieur, il trouve le chef de police, Robert Hargrove, un homme grisonnant aux yeux fatigués, l'enquêteur Elena Ruiz, une femme au regard perçant, et Carvey, assis calmement, les mains croisées. Carvey ne le regarde pas. Pas encore. Asseyez-vous, Tate, dit Hargrove, sa voix neutre mais lourde. Marcus s'exécute, évitant le regard de Carvey. Ruiz prend la parole. Parlez-nous de l'arrêt d'hier soir. Pourquoi avez-vous frappé le capitaine Carvey? La question est directe, sans détour.
Marcus sent la sueur perler sur son front. Il ouvre la bouche, mais les excuses qu'il avait préparées il était non coopératif, j'ai senti une menace sonne-creuse, même dans sa tête. J'ai perdu le contrôle, dit-il enfin, sa voix rauque. Un silence. Puis Carvé parle, pour la première fois. Perdu le contrôle, répète-t-il, comme s'il pesait chaque mot. Pourquoi? Marcus serre les poings. Je ne sais pas. Carvé se penche légèrement en avant, ses yeux perçants. Vous ne savez pas, ou vous ne voulez pas savoir. La pièce semble rétrécir. Marcus sent le poids de chaque regard, celui du chef, de Ruiz, de Carvé. Il n'a pas de réponse. Pas une qui tienne. Ruiz sort un document et le fait glisser vers lui. Suspension de 90 jours sans solde, dit-elle. Formation obligatoire sur les préjugés et la désescalade. Une autre infraction, et vous êtes fini. Marcus fixe le papier, les mots flous. 90 jours. 3 mois sans salaire, sans insigne, sans identité. Mais ce n'est pas la punition qui le brise. C'est le regard de Carvé, ce même regard calme, patient, qui semble dire, vous n'avez pas encore compris. Les semaines qui suivent sont un cauchemar éveillé. Marcus vit dans l'isolement, évitant les appels de Delgado, ignorant les messages de ses collègues. Son appartement devient une prison, les murs résonnant du silence qu'il redoute. Il passe ses journées à errer, à revoir cette nuit dans sa tête. Chaque détail, la pluie, le regard de Carvé, le claquement de la gifle est gravé dans son esprit. Un soir, il rend visite à sa fille, Émilie, dans l'appartement de son ex-femme. Émilie est distante, absorbée par son téléphone. Laura, toujours pragmatique, remarque son état. « Tu vas bien, Marcus ?» demande-t-elle, les bras croisés. Il hausse les épaules. « Ouais. Juste, des trucs au boulot. » Elle fronce les sourcils. « Émilie m'a dit que tu ne lui avais pas écrit depuis des semaines. Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'a pas de réponse. Il promet de faire mieux, mais en quittant l'appartement, il sait qu'il a menti. Il ne sait pas comment être un père en ce moment, pas quand il ne sait plus qui il est. Un soir, Marcus reçoit un texto. Un numéro inconnu. Rencontrez-moi au parc de Birve, près de la rivière. 20h, J. Carvé. Marcus hésite. Il pourrait ignorer le message, prétendre qu'il ne l'a jamais vu. Mais quelque chose, peut-être la honte, peut-être la curiosité le pousse à y aller. Le parc est désert, la rivière scintillant sous la lumière des réverbères. Carvé est là, debout près d'un banc, les mains dans les poches. Il ne se retourne pas lorsque Marcus approche. « Vous m'avez appelé » dit Marcus, sa voix tendue. Carvé hoche la tête. « Savez-vous pourquoi je ne vous ai pas dénoncé moi-même » Marcus fronce les sourcils. « Non. » Carvé se tourne enfin, ses yeux perçants dans l'obscurité. « Parce que je voulais que vous viviez avec ça. Que vous sentiez le poids de ce que vous avez fait. » Marcus sent la colère monter, mais il la ravale. « Je l'ai senti. Croyez-moi. » Carvé secoue la tête. « Non. Pas encore. Vous pensez que c'est une question de punition. Ce n'est pas ça. C'est une question de vérité. » Quelle vérité? Crache Marcus, sa voix tremblante. Carvé s'approche d'un pas, sa voix basse mais ferme. « La vérité sur pourquoi vous m'avez frappé. Ce n'était pas à cause de la plaque. Ce n'était pas à cause de ma vitesse. C'était à cause de ce que vous avez supposé sur moi avant même que je parle. » Marcus détourne le regard, incapable de soutenir celui de Carvé. « Je ne suis pas raciste. » Carvé incline la tête. « Peut-être pas. Mais comment appelez-vous ça quand vous traitez quelqu'un comme une menace juste parce qu'il ne correspond pas à votre idée de ce qu'il devrait être ?» Les mots frappent Marcus comme un coup de poing. Il veut répondre, se défendre, mais rien ne vient. Carvé continue, sa voix plus douce maintenant. « J'ai été arrêté 17 fois dans ma vie, Tat. Pas en tant que flic, en tant qu'homme. Dans des quartiers où je vivais, dans des voitures que je conduisais légalement. Chaque fois, on m'a demandé pourquoi j'étais là, comme si je n'avais pas le droit d'exister. Vous savez ce que ça fait? » Marcus ne répond pas. Il ne peut pas, vous avez une chance, poursuit Carvé. Une chance de regarder ça en face. De comprendre d'où ça vient. Pas seulement pour moi, mais pour chaque personne que vous arrêterez à l'avenir. La question est, allez-vous la saisir? Carvé se lève, prêt à partir.
Ils vous rappelleront bientôt. Ils voudront savoir ce que vous avez appris. Trouvez votre réponse. Il s'éloigne, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité. Marcus reste seul, le murmure de la rivière comme un écho de sa propre conscience. Flashback, 20 ans plus tôt, adolescence de Marcus. Marcus, 18 ans, grandit dans un quartier ouvrier de Richmond. Son père, un mécanicien, est un homme dur, marqué par des années de travail éreintant. Un soir, Marcus voit son père se faire arrêter par la police pour un contrôle de routine. Son père, blanc, est respectueux, nerveux, et les flics le laissent partir avec un avertissement. Marcus, impressionné par leur autorité, décide ce soir-là qu'il veut devenir flic. Il veut être celui qui contrôle, celui qui impose l'ordre. Mais il y a un autre souvenir, plus flou. Un jour, au lycée, Marcus voit un camarade noir, Jamal, se faire fouiller par un agent de sécurité pour un sac à dos suspect. Jamal proteste, et l'agent le plaque au sol. Marcus détourne le regard, mal à l'aise, mais ne dit rien. Ce moment, il l'a enfoui, mais il refait surface maintenant, comme un fantôme. Retour au présent. Marcus commence sa formation obligatoire. La première session est dirigée par Joanna Pierce, une ancienne détective à la retraite, une femme noire aux yeux perçants et à l'attitude implacable. Elle projette une vidéo, une caméra corporelle montrant un contrôle routier qui dégénère. Un officier blanc, tendu, face à un conducteur noir, calme. L'escalade est lente, mais inévitable. Une main sur une arme, une voix élevée, puis une arrestation brutale. Qu'a vu cet officier, demande Pierce, son regard fixé sur Marcus. Il déglutit. Une menace. Et vous, Tate? Qu'avez-vous vu quand vous avez arrêté le capitaine Carvey? La question le transperce. Une menace, murmure-t-il. Était-il une menace? Non. Pierce hoche la tête, mais son regard ne faiblit pas. Alors, d'où vient cette idée? Marcus n'a pas de réponse. Pas encore. Mais pour la première fois, il ne détourne pas le regard. Marcus commence à s'ouvrir pendant la formation. Il écoute les autres officiers, certains défensifs, d'autres brisés comme lui. Il rencontre Malik, un jeune flic noir qui partage son expérience d'avoir été arrêté par ses propres collègues, hors service, à cause de sa couleur de peau. Malik ne parle pas avec colère, mais avec une résignation qui secoue Marcus. Tu sais ce qui est le pire, dit Malik. Ce n'est pas l'arrêt, c'est le moment où tu réalises qu'ils ne te verront jamais comme l'un des leurs. Marcus commence à poser des questions, à creuser. Il lit des rapports sur les biais implicites, regarde des documentaires, parle à des collègues. Mais chaque réponse mène à une nouvelle question. Comment a-t-il pu ne pas voir ça avant? Comment a-t-il pu laisser ses suppositions s'enraciner? 2 mois plus tard, Marcus est convoqué pour son audience finale. La salle est froide, stérile. Ruiz, Hargrove et Carvey sont là, leurs regards pesants. Marcus prend une profonde inspiration. Officier Tate, dit Ruiz, parlez-nous de cette nuit. Qu'avez-vous appris? Pour la première fois, Marcus ne cherche pas à se défendre. J'ai agi sur une supposition, dit-il, sa voix ferme mais humble. J'ai vu un homme noir dans une vieille camionnette, et j'ai supposé qu'il était une menace. Pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de ce que je croyais qu'il était. J'avais tort, et je ne veux plus jamais avoir tort comme ça. Un silence. Ruiz hoche la tête, notant quelque chose. Hargrove échange un regard avec Carvey, qui reste impassible. Vous reprenez le service la semaine prochaine, dit Ruiz. Mais vous êtes sous surveillance. Un faux pas, et c'est fini. Marcus hoche la tête. Compris. Alors qu'il se lève pour partir, Carvey parle. Tate. Marcus se fige. Monsieur? Carvey le regarde, un instant, puis hoche la tête. Ne gâchez pas cette chance. Des mois plus tard, Marcus est en patrouille, seul. Il voit une voiture rouler lentement, sans clignotant. Il allume ses gyrophares, mais cette fois, il prend une seconde pour respirer. Pour penser. Pour se souvenir. Lorsqu'il s'approche de la voiture, il voit un jeune homme noir au volant, les mains déjà sur le volant, le regard nerveux. Marcus baisse légèrement la voix, son ton calme. Bonsoir, monsieur. Je vous ai arrêté pour un clignotant manquant. Pouvez-vous me montrer votre permis, s'il vous plaît? Le jeune homme hoche la tête, tendant ses documents avec des mains tremblantes.
Marcus les prend, mais il ajoute quelque chose qu'il n'aurait jamais dit avant. Pas de souci, c'est juste une vérification rapide. Vous allez bien? Le jeune homme cligne des yeux, surpris, puis hoche la tête. Oui, monsieur. Marcus sourit légèrement, un sourire qui n'efface pas le passé, mais qui ouvre une porte vers un avenir différent. Il sait qu'il ne peut pas changer le monde en une nuit. Mais il peut changer une interaction. Une décision. Une supposition. Et parfois, c'est là que tout commence. Marcus se tient près de la rivière, au même endroit où il a rencontré Carvé. Il regarde l'eau scintiller sous les réverbères, repensant à tout ce qui s'est passé. Il n'est pas guéri. Il n'est pas parfait. Mais il est différent. Et c'est un début. Dans l'ombre, Carvé observe de loin, un léger sourire aux lèvres. Il ne s'approche pas. Il n'a pas besoin de le faire. Le travail est commencé, et il sait que Marcus le continuera.